Attendez à quoi c'est deux. Canal 11 salue? Oui, moi salue Canal 11. Comment vous faites l'année ça? Non, nous pas de fête nous. Pour Pétionville côté nous nous pas de fête. Ça fait nous pas de fête. Bagage chez you, yo me donne l'école ouvrir nous même petit malheureux, petit marchand nous pas quoi pour nous voir des petits monde l'école. Mais Fatra. Et il y a pas bon même avec Fatra. Tout côté passe dans Pétionville, c'est Fatra, l'état pas voyer de Fatra. Chaque l'état a venu nous contre ba essayer la ville faire dit pas gaz. Le problème ça qui fait petit marchand dans toute difficulté. Vers pour tabac nous pas mettre petit marchand Pétionville pas mettre petit l'école à Fatra. Micob qu'on a tué nous entendons mais vers fait nous pas faire comme Fatra. En pile vert, l'eau sale. À petit. Merci Canal. OK, merci. Ah, Fatra fait nous pas vendre. Nous mettre les à terre, nous pas vendre. Fatra trop est pas côté pour nous yo passer. Pas côté pour nous yo caber pour yo faire nous vendre. Est-ce que vous faites bénéfice sur patate là? Allez nous mettre à terre, nous pas vendre. Fatra trop est. Et nous yo peut camper acheter dans Fatra. OK, comment on achète un sac patate comme ça? Bon, ils vendent 1000 $. Sac patate là vend $1000. 1000 $, c'est ça carré là. OK, donc là vend 1000 $ à $10 on fait l'argent. On connaît parce qu'on va cacher ta obligé. Voilà, mais va essayer OK, ou bien petit monde sur commerce là? OK. Les petits monde va manger pour boire pour payer l'école. Bah yo dit en pile. Est-ce que Papa Noël a passé ouais petit monde yo? Est-ce que Papa Noël pas passé ouais yo? Non, pas passé ouais yo. Même peuple haïtien, si moun yo pas besoin espoir, y a besoin Papa Noël année parce que next ça été kidnappé Papa Noël. Et ça fait tout, je ne dis pas un message ba yo. Yo toujours dit c'est la paix, y a fait pour peuple capacité martissant, yo besoin faire la paix entre yo. Si tu as besoin de faire la paix, oui, ces âmes qui n'ont pas à remettre et puis rendre tête à la justice, puis arrêter eux, peuple pour eux en prison, ils remettent les âmes là après la paix. Nous n'avons pas besoin de encore, marchand n'ont pas qu'à acheter parce que ils traînent dans la misère. Qu'est-ce que ça a bien trop cher? C'est 50 gouttes de faire son caisse lettre. Des fois, ils ne peuvent pas vendre ni produit à perdu dans les mains. Mais Canal 11, c'est nous pour te remercier. Parce que le travail, ça, c'est un gros travail lié. C'est l'une des raisons, médias, journalistes, ils ont pas qu'être respect dans la société haïtienne. Et ça fait un petit tout. Je ne dis pas, le peuple haïtien, il vient pour délibérer dans toute bagarre à faire. Mais nous ne pas blaguer, nous ne pas lever camper, nous avons toujours continué à goumer. Je ne dis pas pour nous dire, liberté ou la mort, il faut qu'Haïti sorte dans sa dia. Il faut arrêter les gens qui sont en oligarque tout. Qui met les pays dans sa dia, la journée jeudi, qui fait la passe Noël ça. Merci Canal 11, c'est nous-mêmes. Mesdames, est-ce que nous remercions Canal 11? Ah, mais ok, Canal 11, nous remercions. Okay. Canal 11 salue? Oui, salut tout. OK, dis-nous comment vous faites l'année ça dans le marché? Comment je fais pour l'année ça dans le marché? Là, pas rien fait pour nous. Nous là, mamite, nous là, nous pas qu'à vendre. Bah, yo cherche à bon cher, nous venons là. Nous comme si nous faire journée. Si on l'est comme ça, nous avons deux mamites charbon, soit trois mamites charbon. Pas rien fait pour nous. Pas la bise pour pas rien vendre. Nous pas rien fait dans le bois, nous pas sorti dans la zone de bois. Et pas la vente dans le charbon? Pas la vente même. Nous là, on l'est comme ça. Nous avons un monde pour pas un monde qui vient acheter. Pas un monde pas un cop non mais pas un fait. Pas un vendre. Faut que vous ayez un meilleur pour venir acheter. Si vous pas un meilleur, vous pouvez venir acheter. Est-ce qu'année ça va la plus mal? Année la plus mal, même ça fait la plus mal. Nous grand groupe pas gagner, la plus mal, nous sommes plus mal. C'est pas la plus mal. On a pas longtemps la plus mal. C'est un message qui fait passer bon message qui passer dans le pays ça. Faut que les Américains doivent descendre. Pour manger ta descendre pour tout le monde doit continuer moyen dans mais pour venir acheter charbon, pour venir acheter tout ça, on a besoin parce que
pas venir acheter bah yodi, qu'on va mettre pour tête net. Dès qu'on doit gagner monnaie on me dit que changer le vrai. On pas venir acheter. Ni te venir acheter pas gagner crédit dans main. Et canal 11 merci. Ah mais OK d'accord merci. Canal 11 salut. Salut canal 11. Moi même ça fait pas la parler dans la radio parce que là nous parler nous fait voir nous passer pour grand messie rien va faire pour nous. OK, comment vous faites année? Ah moi-même pas de fête. Pas de fête parce que j'ai trop pas dans Pétionville, nous pas cacher dans Pétionville. Nous même dans petit bagage ça là, nous même si on voulait faire nos ventes, pas de route pour nous passer pour faire nos ventes. OK, autorité dit Pétionville pour pas vrai. Quand nous venons marcher là, comme ça là, on va gagner monde qui vient faire nos ventes. Là, ouais, je suis dans la Bible. Pour faire excès wala chez Matis sans venir au Efien là. Leur vie nous pas venir parce que mon yo pas jeune pour yo passer. Comment fait passer le Waldel Matis? On passe par les Taraz. On fait moto on passe Taraz. Pas qu'on gagne risque pour perdre marchandise? Non seulement on compte toucher dans mes chauffeurs et puis nous passe. Si tu as un message tu fait passer bah ils vont cap venir acheter bah marché barre yo. Moi même ça me t'a dit quand seulement comme si comme l'état même pas responsabilité pour ramasser fatra. Même si vous avez mis tête ensemble pour ramasser pata pour nous passer une belle fête, même si nous ne avons pas l'argent. OK, merci. Merci, Canal. Il va faire ça. Attendez à quoi c'est deux. Din pas comme ça nous plaît et yo pas jamais quitté nous parler yo plutôt crasé brisé. Directeur de cabinet, monsieur le directeur du BHN, mesdames, messieurs les cadres du BHN, mesdames, messieurs les cadres des autres institutions étatiques, les amis de la presse, parlés, écrits, télé, et nos amis qui sont en ligne avec nous. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce matin à l'occasion du 10e anniversaire du Bureau haïtien de normalisation. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. BHN a été créé le 14 décembre 2012 sous le leadership du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'époque, M. Wilson Lalo. Il faut souligner que la création d'une telle entité s'avérait importante et nécessaire à un moment où Haïti cherchait à se frayer un chemin dans le commerce international. En fait, la normalisation est un élément important de développement économique. Aucun pays ne peut profiter des opportunités du commerce international en dehors des cadres normatifs et réglementaires. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés ont bel et bien compris la nécessité de mettre en place un tel service. En ces 10 ans d'existence, le BHN détient un bilan positif en termes de réalisation. Je voudrais à cet égard saluer et féliciter le travail et la détermination du directeur du Bureau haïtien de normalisation, M. Monod Civil. Le leadership de Mme Michelle B. Poltre, ancienne directrice du BHN, qui a marqué son parcours au sein de cette entité. Permettez-moi également de saluer tous les anciens et actuels cadres du BHN qui, chacun de leur manière, ont pu apporter leur touche à cette tâche de doter le pays d'une infrastructure qualité de bonne facture. La normalisation, la certification et la métrologie. Certes,
vous avez encore du pain sur la planche, mais vous pouvez quand même vous réjouir de ce que vous avez accompli. Malgré les difficultés que vous rencontrez et les faibles moyens dont vous disposez, vous avez fait de grands exploits. Le pays entier vous est reconnaissant. Mesdames, Messieurs, le commerce mondial vous tend les bras. Je reconnais et crois en la capacité de chacun de vous de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises nationales sur l'échelle mondiale afin d'extirper le pays de ce marasme économique auquel il se trouve. Haïti, ces derniers temps, fait face à de nombreux défis. Donc, vous êtes appelés à conjuguer vos efforts pour mettre en œuvre de nouvelles politiques commerciales et industrielles à même de répondre à ces besoins et spécificités. En ma qualité de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, il est de mon devoir de vous apporter tout le soutien nécessaire en matière d'appui technique de façon à ce que le travail soit bien fait. Au cadre ici présent, sachez que le pays a besoin de vous. Je vous exhorte vivement à participer à la construction d'un avenir meilleur, où vous et moi pouvons tous vivre dignement. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je souhaite un joyeux 10e anniversaire au Bureau haïtien de normalisation. Continuez à servir le pays avec zèle et détermination. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur du BHN, Mesdames, Messieurs les représentants du projet renforcé, Mesdames, Messieurs des cadres des autres entités de l'État, Mesdames, Messieurs membres du Bureau haïtien de normalisation, cadres du ministère et d'autres institutions, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le ministre n'étant pas présent, il est empêché, il ne peut pas être là ce matin, je suis chargé de le représenter. C'est une fête, mais pas n'importe quelle fête. Parce que en Haïti, dès qu'on parle de normes, dès qu'on parle de législation, c'est pas facile, c'est difficile. 10 ans dans la vie d'une institution, c'est très important. On peut dire que les bases sont véritablement jetées pour aller vers l'avant. Toutefois, en Haïti, vous savez aussi bien que nous, comment la situation est toujours difficile, comment il faut se battre au quotidien pour faire avancer nos institutions. Dès qu'on parle de commerce, on parle d'échange, on parle de respect des traités. Et c'est pourquoi, dès l'arrivée du ministre, et en tant que ministre, parce que vous savez aussi bien que moi, que le ministre Saint-Jean était l'un des cadres de ce ministère qui a travaillé pendant près de 10 ans comme cadre. Et à ce ministère, c'est un ministère qu'il connaît assez bien. Pourquoi je dis assez bien? Il n'était pas ministre, il s'occupait de sa direction, de son programme. Mais en tant que ministre, il doit s'occuper de tout ce qui concerne ce ministère. Eh bien, il avait décidé de collaborer avec M. Civil, directeur du BHN, pour faire avancer les choses, pour dire qu'il faut jeter les bases. Et pour jeter les bases, on a besoin de tous. Le pays vit un moment difficile, très difficile. Parfois, on se demande pourquoi avoir des lois si on ne va pas les respecter. Mais malheureusement pour nous, nous ne vivons pas en vase clos. On doit tenir compte
des rapports qu'on entretient avec d'autres pays du monde. Comment parler d'accomplissement du BHN, parler de ce que le ministre, parce qu'en tant que ministre, il a déjà fait signer plus de 5 traités, mais sans l'apport des employés du BHN. On sait comment la situation est difficile pendant ces derniers mois. Et nous vivons dans le pays et venir ici n'est pas toujours facile. Et être là pour dire que nous sommes présents pour faire avancer le travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Et le sacrifice, c'est pour tout le pays. Parce que l'on veuille ou non, on doit sortir de cet imbroglio. On doit trouver la route pour dire qu'Haïti doit arriver à satisfaire à tous ses enfants. Mais pour y arriver, il faudra l'appui de tous. Il faut d'abord, en tant que ministre, remercier les organisations internationales, les organisations régionales, surtout et de la CARICOM, pour les normes de la qualité, CROSQ, la cellule cadre intégrée renforcée, CIR, qui travaille de très près avec le BHN. Et merci pour votre soutien. Que votre fructueuse collaboration puisse continuer pour de plus grands projets et que Haïti bénéficie de tous ces travaux-là. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est pas à la fête, mais on doit marquer ces 10 ans, parce que c'est important. Parce qu'on doit laisser quelque chose à la postérité. Et pour laisser quelque chose à la postérité, il faut qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité, qu'on a l'occasion de marquer une date importante, qu'on le fait. Et c'est pourquoi ce matin, en tant que représentant du ministre, on peut dire bonne vie, longue vie, bonne fête au BHN et que le travail perdure et qu'Haïti voit de jours meilleurs. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Il est obligatoire même pour tous citoyens, donc encore plus pour les gens qui supposent servir l'État, goumer contre la corruption parce que la corruption c'est la cause, c'est pas, ça me le dire, que ça là, c'est pas une étude scientifique qui rigoureuse. Mais si on fait un coup, passer un coup 6 ans comme sénateur et que vous fouillez comme sénateur, l'on regarde des budgets, l'on regarde des corps qui dépensent réellement par rapport à corps qui étaient annoncés, ou pas exagérer sur 90% de causes pauvreté en Haïti, c'est corruption. Mais ça mouille les corruptions. Corruption, c'est toute activité, démarche dans l'État, c'est-à-dire entre ministre et ministre, entre sénateur et président, entre premier ministre et député. Et puis, c'est toute démarche, toute action qui fait entre secteur public, ça veut dire gros compagnies, avec l'État. Dans CNMP, côté où on va signer contrat, on va bailler contrat. Dans le ministère du Plan, côté, il y a pour recevoir l'argent pour une coopération, il y a gérer l'argent coopération internationale. C'est toute action qui fait pour individus qui sont dans l'État et entreprises privées prend comme l'État pour qui fait travail communautaire, travail nous-mêmes qui là, travail marchand qui dans la rue, travail ouvrier, travail paysan, ils prennent pour eux. Mais ça, c'est aspect l'argent, évidemment, fondamental. Parce que si 90 gouttes
90 gouttes sur 100 gouttes. Sur chaque 100 gouttes, l'État gagne. Gros parti là-dedans, ils volent. Et gagner un petit parti là-dedans. Ils fait travail qui n'est pas de fait. Ça, le travail qui n'est pas de fait là, ou bien le travail qui est mal fait. C'est un bureau, l'État, il a construit par exemple. Et bureau ça, lui, était doué sous 2000 m². Et puis, il fait sous 500 m². Il fait lui, ouais. Mais ce n'est pas comme ça pour le payer. Et ce n'est pas comme que il était prévu pour lui qui passait là-dedans. Qui ça baille? Ça baille pauvreté absolue. Pauvreté absolue à qui ça lié? Ce sont les gens qui ne sont pas gagnés. Ce sont les gens qui ne sont pas gagnés, qui manger mal. Ce sont les gens qui ne sont pas capables de joindre soins de santé. Donc, nous avons pauvreté absolue. Or, bon bagaille, tout le monde dit, ça n'a pas fait sens. Haïtiens qui vivent à l'étranger en particulier, ils me disent, it doesn't make sense. Mais qui ça fait sens? Là on dit, on bagaille fait sens ou on bagaille pas fait sens. Qui ça veut dire? On bagaille qui fait sens, c'est, on t'a dit, du point de vue du langage, si je parle là, ça m'a parlé là, tout pays fort monde doit comprendre. Ça a un sens. Ça veut dire que si on dit, moi je suis sous table faite en bois peint, et moi gagnais 3 personnes ensemble avec moi sous table. C'est un qui fait sens. Mais si on dit table moins 104 bêtes monde, il va faire sens ou pas qu'à comprendre. Mais quand l'autre bagaille, là on dit on va faire ça, ça va faire sens. Ce qui fait sens dans la vie commune, dans la vie collective, c'est ça qui allait dans le sens satisfaction besoin du monde. C'est ça qui défend la vie. Corruption détruit la vie. Et là, on voit ça, on va chercher à comprendre. Ou joignent par exemple au AVCT, vient gagner une décision, c'est une très rare bonne décision que Jovenel Moïse prend comme président. Au AVCT fin crasé tellement il volait comme lui. Et il vient mettre en 2019 une commission pour qu'il refait au AVCT. Après un an et 3 mois, au AVCT fait que l'État, ils ont tout ensemble 584 millions. Et bien, au AVCT avec la commission, vient by l'État plus de 800 millions d'euros pour compte lui. Il faut comprendre là. Tout le monde ensemble, by 584. Le vin travail sérieux, haïtien qui travaille pour haïtien, il a 850 millions pour compte lui, ça veut dire toute taxe que vous devez payer, etc. Nous avons des droits d'État. Qui est dans le texte que l'institution Ensemble contre la corruption a publié. Là, nous-mêmes, messieurs, mesdames, nous avons des business. Côté nous, nous avons un bon rapport avec EDH. Côté nous, c'est l'ambassade américaine. EDH, l'ambassade américaine courant 24/24. Business pas nous-mêmes haïtiens, c'est acheter, n'a pas acheté gaz, 5 grammes de gaz par jour. N'a acheté gros, comme on dit la Delco, paquet l'argent, $50,000, $70,000. Et puis, on simple appel par EDH. Dit EDH, connexion qu'on fait pour l'ambassade américaine pour AVCT besoin. Bon, pour ça, pas qu'à faire dans le pays. C'est même gens tout, finalement, tout comme qui t'a dépensé dans ça, commission fait travail ça. Comme le fait qu'il y a un courant. Commission vient faire fouiller un puits. Il vient de l'eau régulièrement, alors que c'était
acheter de l'eau, 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 dépenser comme. Et puis, le plus souvent, on dit dépenser plus que ça va dépenser là. Donc, le où fait face en bagaille comme ça, nous prenons cas ou ABCT qui prend une mesure pour l'argent pas passer dans le même monde. Je vais donner un exemple ça. Je vais faire remarquer que c'est vraiment un petit cas résumé nous fait par rapport à ça nous parlons dans l'article là nous lisons. Texte là nous lisons. Dernier ça me le dit c'est que dans le cadre projet ou ABCT, la commission mettait en succursale de en caisse, en guichet de BNC pour les payer assurance là ou payer c'est la banque pour payer et puis reçu banque là ou remettre li et puis au bon service là ça veut dire que vous mettez bail assurance là pour vous donc vous payez pour 6 mois ou payer etc. Donc là, entre comme normal, pas gagner comme cap glissé à côté. Commission en écalé, et puis on fait mes banques là, guichet. C'est comme si BNC t'a fait un mauvais travail là. Donc maintenant, nous sommes capables de faire un petit exercice simple pour nous finir. Poser peut-être nous une question. Nous sommes tous des citoyens haïtiens. Ça fait nous dans l'état nous lié. Nous qui doit dire bon, on retire la corruption. Qui ça encore? Moi je crois que c'est un petit exercice pour nous faire. Qui ça encore? Rappelez-nous corruption, c'est pas seulement vol lié. Les pays corrompus, pays où pas qu'à travailler. Ça veut dire que moun n'a pas qu'à travailler. L'île là mais pas de travail. Ministre là pas de travail. Directeur général n'a pas de travail, employé pas de travail, parce que l'employé, il y a suivre qui sa président fait, qui sa ministre fait, qui sa député fait, qui sa sénateur fait. Donc, gagner un abandon pays. Alors, c'était à la fois motivation pour ici et là, conviction et devoir. Merci. Nous sommes réunis ici pour inaugurer des infrastructures et des équipements permettant de répondre à un besoin essentiel de notre système de santé dans la région métropolitaine. Les épidémies, les catastrophes naturelles et anthropiques, les conflits, la violence urbaine, les accidents de la voie publique deviennent de plus en plus fréquents et affectent considérablement la capacité des systèmes de santé à réagir. Il s'ensuit donc une hausse de la morbidité et de la mortalité à travers le monde. Bien des décès auraient pu être évités grâce à des actions préventives ou encore à la prise en charge immédiate et adéquate des urgences par des professionnels bien formés et équipés. Je me retrouve aujourd'hui dans l'enceinte de l'hôpital universitaire de la Paix pour l'inauguration de nouveaux services des urgences, du bloc opératoire et du laboratoire rénové de l'HUP. J'apprécie triplement cet événement. D'abord,
en ma qualité de professionnel de santé, en ma qualité de chirurgien, engagé souvent dans la réponse aux urgences traumatiques affectant le système nerveux. Puis, comme chef du gouvernement, appelé à répondre aux engagements tant nationaux qu'internationaux en matière de préparation et de réponse aux urgences et ayant l'obligation de satisfaire les besoins de la population en la matière. Enfin, comme simple citoyen et utilisateur potentiel des services et soins d'urgence prodigués par et pour des compatriotes. Je suis impressionné par la qualité de l'infrastructure et par les équipements de ce service d'urgence. Ici trouve l'essentiel pour prodiguer des soins d'urgence de qualité grâce à la disponibilité d'un personnel bien entraîné, motivé et en quantité suffisante. Je dois féliciter vivement les concepteurs, les supporters et réalisateurs de ce magnifique projet appelé dès aujourd'hui à soulager la souffrance des personnes présentant des urgences médicales, traumatiques ou chirurgicales. Compatriotes, avec service urgence tout neuf ça, nous gagnons côté pour nous aller là nous gagnons urgence, soit maladie, soit accident. Dans le premier moment, étant nous dans le service urgence, nous avons recevoir bon gens premiers soins gratis grâce à un protocole l'État haïtien avec OPS, Organisation panaméricaine de la santé. C'est une façon pour l'État soulager souffrance nous, sans nous pas gagner pour nous fourrer main nous dans poche nous pour urgence là. C'est un premier pas toujours en attendant nous arriver bail plus aide comme ça doit. Proverbe l'a dit, bail petit pas chiche, boucanet tant de bruit. Mon gouvernement profite de cet instant pour lancer un vibrant appel à tous les secteurs afin d'œuvrer pour une transition apaisée, de contribuer à la réduction significative de la violence et des traumatismes multiples qui en découlent. Mesdames, Messieurs de la coopération bilatérale et multilatérale, dans un contexte sociopolitique assez délicat, votre support qui se manifeste à travers cette œuvre que voilà, nous invite à aller plus loin, à nous dépasser pour sauver des vies. Plusieurs autres chantiers nous attendent. Ensemble, nous continuons à cheminer pour que l'avenir soit plus reluisant. L'héroïque peuple haïtien le mérite bien. Au nom de ce digne et stoïque peuple et au nom du gouvernement haïtien, je vous témoigne toute ma gratitude. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, je veux bien vous appeler ainsi pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre vous. Ces ouvrages qui vous sont remis en ce jour n'ont qu'une valeur relative. Sans votre engagement professionnel à donner le meilleur de vous-même pour la sauvegarde de toute vie humaine, je suis informé de l'énorme sacrifice que vous consentez avec un salaire peu attrayant. Là où plusieurs personnes ont abandonné le navire, vous y êtes encore et toujours. L'amour pour les autres demeure votre boussole, ainsi que la ferme conviction d'agir bien. Je vous suis très reconnaissant et je m'engage à contribuer autant que possible
au rayonnement de votre institution et à votre satisfaction. Cette patrie, cet héritage sacré que nous ont légué nos ancêtres, nous devons tous travailler sans relâche à sa grandeur, à sa prospérité. Ici, techniquement, c'est une petite administration où on a. Et normalement, on fait la radio pour le patient, surtout pour les radios, on fait la radio pour le patient, on est venu l'électricité pour laser. Normalement, et si c'est quelqu'un, on va dire que peut-être que vous avez on ne va pas rester longtemps, on va le donner monsieur côté. Donc c'est la salle d'observation. Là, on voit c'est des toilettes pour les utilisateurs qui utilisent l'espace. Donc, il y a un monitoring ici. Le monitoring. Donc, ça va s'allumer sur l'écran. Donc, ça a été intéressant parce que le patient qui rentre là, s'il n'est pas stable, il rentre directement. C'est pour ça qu'on a tout le matériel nécessaire. Ils pourront faire tous leurs examens. De laboratoire et on a un réfrigérateur pour les banques de sang, pour garder le matériel, donc on fait de la biochimie, on a même et marqueur cardiaque jusqu'au gaz du sang. Donc on a tout le plateau technique nécessaire pour faire le change de patient. Un D à quoi c'est deux. En prenant la parole aujourd'hui, je constate que ça fait un peu plus de 4 mois depuis, sur cette même tribune, je m'étais présenté pour procéder au lancement officiel des consultations sur le Code fiscal haïtien, incluant le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Au terme de cet exercice, déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien-fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du comité de politique fiscale du ministère de l'Économie et des Finances. Au cours des 9 séances de travail
vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leurs réactions sur leur domaine d'intérêt. Mesdames, Messieurs, les commentaires reçus sont très nombreux et l'exercice d'arbitrage fut à la fois difficile et délicat, d'autant plus qu'une vingtaine de taxes ont été soit supprimées ou... Je prends plaisir à préciser que la finalité du projet Code fiscal n'est pas seulement l'augmentation de la pression fiscale à travers la mobilisation de plus de recettes, mais aussi l'amélioration du climat des affaires avec un cadre juridique qui devient maintenant plus clair et plus transparent. Dans ce code, les droits des contribuables sont grandement renforcés. De même, avec le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale, la DGI disposera d'un outil standard et efficace lui permettant de combattre la fraude et l'évasion fiscale qui constituent des fléaux qui nuisent au jeu de la libre concurrence. Toutefois, il est évident que le Code est appelé à évoluer tout naturellement avec le temps pour prendre en compte les nouvelles réalités tant nationales qu'internationales. En ce sens, une réforme du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques devra être envisagée une fois que des études complémentaires auront été menées pour bien anticiper les impacts sur les revenus de l'État. Ce code n'est qu'un commencement et est appelé à servir de base pour les réformes fiscales à venir. Une fois adopté, le code fiscal passera du champ de la politique fiscale, qui est du ressort du ministère de l'Économie et des Finances, vers le domaine de l'administration fiscale, qui est du ressort de la Direction générale des impôts. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude envers les partenaires techniques et financiers d'Haïti pour avoir accompagné le processus qui aboutit à cette restitution aujourd'hui. Je voudrais renouveler mes remerciements vifs et sincères à l'équipe de Expertise France pour son support combien important. Toutefois, il reste d'autres étapes à franchir. Un certain nombre de prérequis nécessaires à la mise en œuvre du Code ont été identifiés lors des séances de consultation. Il a donc été unanimement admis la nécessité d'avoir assez rapidement un plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité pour les prochains mois. En ce sens, je sollicite le support de nos partenaires techniques et financiers, chacun en ce qui le concerne, pour nous accompagner dans les prochaines étapes, notamment à travers le comité de politique fiscale, afin que soit préparé ce plan d'action assorti d'un chronogramme d'activité bien défini. Je terminerai mes propos en remerciant de façon particulière et spéciale les membres du comité de politique fiscale
qui ont su faire montre de courage et de grande disponibilité dans la réalisation de ce travail combien noble et capital pour le pays. Je vous remercie de votre attention. À la faveur de cet exercice transparent d'échange et de partage qui a servi de cadre à la consultation autour du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, nous voici arrivés aujourd'hui au terme de la cérémonie de restitution. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de remercier les acteurs de la société civile, le secteur privé des affaires, les entités publiques qui ont donné tout au long de ce processus la pleine mesure de leur volonté d'avancer avec nous dans la mise en place d'un système fiscal haïtien tourné vers les intérêts supérieurs de la communauté. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus chaleureux à vous tous et à vous toutes pour votre présence à cette restitution qui marque la fin des consultations sur le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, communément appelé Code fiscal haïtien. Votre présence ici ce matin constitue un témoignage irréfutable de votre engagement à appuyer les efforts incessants investis par le gouvernement pour apporter les corrections nécessaires aux faiblesses du système fiscal haïtien en s'attaquant aux problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels fait face l'administration fiscale. Aussi, j'en prends l'occasion pour féliciter tout particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances qui, avec professionnalisme et enthousiasme, a su organiser pendant de longs mois des ateliers de travail en interne, des séances de consultation avec les partenaires techniques et financiers et des échanges et des discussions avec les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Un ensemble d'activités ont permis d'aboutir à l'élaboration de ces documents autour desquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique, vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note, et je cite, que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif fixé. Dans ce même élan, je tiens à vous assurer ici, toutes et tous, que dans l'année 2023 sera une année où l'État s'attellera à créer des conditions propices
à la restauration de l'ordre public, de la stabilité socio-économique et de garantir un climat de sécurité indispensable pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Je saisis cette occasion pour réitérer notre engagement et notre détermination à combattre le banditisme sous toutes ses formes, en vue de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations et aux élèves de pouvoir regagner sereinement les bancs de l'école. Mesdames, Messieurs, je terminerai ici mes propos en redisant mon appréciation pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans relâche afin de rendre possible cet événement. Tout cela n'aurait pas été possible sans une vraie collaboration de tous les acteurs de l'État central, des collectivités territoriales et des secteurs économiques et sociaux du pays pour corriger les faiblesses structurelles et conjoncturelles. Il nous faut profiter au maximum des grandes opportunités économiques et fiscales qui nous attendent. Je félicite de façon spéciale le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui, en dépit des circonstances difficiles, a su tenir motiver toutes ces entités et équipes dans l'intensification de la réforme globale des finances publiques. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux. Pensez bien que 2 minutes pour faire un plaidoyer du droit à l'éducation, je vais obligé de courir parce que je vais plus de temps parce que je suis un combattant de l'éducation et je pense que pour Haïti, si il y a un domaine qui t'a dû privilégier dans toute politique publique, c'est bien l'éducation. Parce que l'éducation, c'est pas simplement, il est aussi fondamental que bien manger et bien boire. Parce que c'est quand même l'éducation qui peut assurer une cohésion sociale. C'est quand même l'éducation qui peut assurer la dignité humaine, qui peut l'ouvrir porte pour un futur meilleur. Aussi, oubliez de dire que j'ai été invité à cette session récemment. Je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer quelque chose. Mais de tout mon cœur, je voudrais partager avec vous mon plaidoyer pour l'éducation sous forme de mes rêves. Mon rêve pour Haïti, et je rêve pour mon pays d'une éducation inclusive où mon admission dans l'école pas dépend de qui côté m'rete, qui couleur pomme, combien l'argent gagne la banque, ni dans qui quartier m'rete. C'est rêve fondamental pour pays moi. Et me rêver encore pour pays moi. Dans l'école, côté tout le monde recevoir une éducation de qualité, ça veut dire que quel que soit côté le voulait aller, elle sort dans l'école d'haïtienne, ils accepté. Me rêver pour Haïti que injustice sociale à travers l'éducation suspende. Et qui ça me veut dire par injustice sociale? Je pense que l'injuste et l'inacceptable que nous connaissons que 2/3 des revenus des parents se dépensent en éducation et qu'après 13 années l'école, parfois 16, parfois 18 si vous doublez, ou il y a des élèves, des adultes sur le marché qui ne pas lit, qui ne pas écrit, qui ne pas exprime et qui pas même qu'à faire honneur à la patrie. Moi, je pense que c'est l'école qui peut assumer les patriotes de demain. Je rêve de l'école, ça, à côté de former citoyens pour aimer Haïti. Je bouquet à l'école qui a formé moun pour pays l'autre bord de l'eau. Haïtiens, de tous côtés, a réussi
Haïtiens de tous côtés, ils ont demandé pour eux, ils ont sollicité, ils ont un bon poste. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à l'école en Haïti pour Haïtiens, pour lire la caille. Et je suis capable de partager avec nous que l'année 2022, pour l'école haïtienne, c'est l'année de tous les défis. En pile petit monde dans l'école haïtienne, qui quitté le pays. Yo jeté quoi l'autre bord de l'eau, yo Saint-Domingue, yo Canada, yo en France, yo aux États-Unis. Je trouve ça une injustice, une tristesse pour que Haïti a perdu petit li. Parce que tout parents en Haïti, je dis, reconnaître, a goumé, a accepté, faire sacrifice, parce que yo connaît que l'éducation est la clé passe-partout pour un futur meilleur. Et comme Haïti pas kabayo éducation, parce que gain instabilité politique, gain kidnapping, gain raté gasoline, il y a une vie d'enfer dans ce pays. Alors parents yo dit m'a préserver futur, m'a voyer petite main l'école l'autre bord de l'eau. Tout le monde ça qui allait en pas tourner. C'est une perte et ça me fend le cœur. Et je veux lancer mon cri du cœur pour que l'éducation nationale, les politiques publiques, monsieur le ministre, encadre les écoles pour empêcher cette migration de nos enfants, pour empêcher cette perte de cerveau et pour que l'éducation devienne une éducation pour Haïti avec les mêmes standards. Et je terminerai par les propos de Maria Montessori qui dit que dans l'éducation d'aujourd'hui, il ne faut plus former les enfants, il ne faut plus faire de l'éducation pour le monde d'aujourd'hui, car ces enfants devenus adultes, le monde auquel ils appartiendront dans le futur ne sera plus le même. Donc je rêve de cette éducation de qualité, je rêve de cette éducation standardisée et je rêve d'une éducation plus juste, plus équitable, plus inclusive, plus cohérente. Et je souhaite aux politiques publiques de penser grand et de rêver d'une politique de cohésion sociale, de politique plus cohérente, mais surtout plus audacieuse. Haïti mérite de l'audace et Haïti mérite que son système éducatif redevienne ce qu'il a été dans le passé, le meilleur de la région. Merci. L'éducation est un droit humain fondamental pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Elle est au cœur du travail de l'UNESCO pour façonner une planète plus pacifique, équitable et durable. Pendant plus de 6 décennies, l'UNESCO a travaillé à l'application de la Convention sur le droit à l'éducation, connue sous le nom Convention pour la non-discrimination dans l'éducation. Cependant, après 6 décennies, pour des millions de personnes à travers le monde et en Haïti, ce droit n'est toujours pas une réalité. Ceci doit changer. Il est grand temps de faire respecter ce droit, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, puis tout au long de la vie, sans aucune discrimination. C'est à cette fin que l'UNESCO travaille à garantir que chacun, partout dans le monde, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer à transformer notre avenir collectif pour le meilleur. C'est pourquoi une campagne sur le droit à l'éducation est lancée par l'UNESCO depuis 2020 dans le cadre de la Convention de 1960 et de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Toute personne a droit à l'éducation ». L'UNESCO vous demande de dire non à la discrimination dans l'éducation. D'abord, je vais commencer par, en guise de conclusion, on va encore remercier tout partenaire qui l'a pris aujourd'hui, ça qui parle nécessairement, mais on a parlé de secteur privé éducation, partenaires techniques et financiers, secteur public là, parents, toute chaîne administrative là,
médias pour tout travail qui fait. En dépit de toutes difficultés, pour que aujourd'hui, le ministère a annoncé, n'a fini l'année l'école là, année 2022, disons, à plus que 70% pour l'école qui est ouverte. Le ministère n'est pas satisfait, mais nous encourager au retour progressif ça. C'est un moment à la fois qui m'a dans pile j'effort, puis plus j'effort pour l'État, dans ça qui est pour avec budget pour l'éducation, plus besoin qui gagne avec partenaires internationaux pour nous garder ça qui est pour avec cantine scolaire, avec livres scolaires, et livres scolaires tout en particulier qui gagne pour avec Cri du cœur, Madame Clé dit là, ils ont l'école qui fait pour Haïti, on l'école qui remet Haïtien, remet Haïti, rester en Haïti, vivre dans le pays, réussir ensemble et faire le pays à progresser. Il y a un outil ça autour, c'est utiliser la culture dans l'école là et utiliser la langue dans l'école là, y compris la langue créole là. C'est une raison qui fait que pendant le ministère a fait effort dans la conjoncture urgence, l'a fait effort tout pour transformation de l'école là. Donc, merci à tout le monde qui a contribué pour rendre la conférence de presse ça possible. Nous saluons la présence de la police communautaire éducative et du pôle qui a fait un travail dans l'Ouest, dans ce qui est pour avec le climat scolaire là, et nous connaissons que l'année 2023, la présent avec tout l'autre partenaire qui l'a national, international, pour que l'école là, j'en dis, ces derniers remparts en société à tomber bas, mais c'est levier tout, c'est ressort qui peut faire remonter Campé Jam. Merci encore et annonce que le ministère en fait, c'est qu'il pourra publier calendrier remanié pour réjouir l'école Grité. Jeudi, consultation à finaliser avec différents partenaires. Deuxièmement, dans ça qui est pour avec transformation de l'école, il a annoncé tout, qu'il commence pour enseigner aux distribution les uniques scolaires dans la première année de l'école fondamentale. Et nous avons l'occasion de remettre à tous les participants qui là, un exemplaire, y compris la presse, un exemplaire de livre ça qui pourra désormais un pilier pour l'école tout haïtien capable de vivre, on l'école pour haïtien, on l'école que haïtien fait tout, bien sûr avec tout frottement qui vient pour avec la culture internationale, multiculturalité, avec la science qui comporte universelle, mais en même temps tout qui chita sous fondamental paysan, langue, drapeau, culture, fierté, dignité. Le ministère de l'Éducation nationale te souhaité matin réunir plusieurs représentants secteurs importants dans la vie scolaire là, pour nous faire un point de situation sous l'année l'école 2022-2023 et en même temps tout permettre différents partenaires continuer le travail de mobilisation à faire en faveur du respect droit à l'éducation. Année 2022, pour le ministère de l'Éducation nationale, pour moi-même en particulier, j'ai commencé le lycée La Saline. Dans un moment, le ministère a déjà fait effort pour que plusieurs écoles qui sont dans une zone difficile, dans le département de l'Ouest en particulier, soient relouvrées. Et ça a favorisé que plusieurs écoles dans le district scolaire Tabac, district scolaire Cité Soleil, Telma, ont eu l'opportunité
réouvert porte l'école après 3 années où tu fermé. Année 2022, tu as continuer. Pendant le territoire année urgence, parce que il y a des zones qui jusqu'à présent étaient des zones extrêmement difficiles, zones Quadébouquet en particulier dans l'ouest, et qui viennent étendre dans l'autre zone, comme Canaan, ou bien dans la sortie sud Port-au-Prince, on a parlé de Matissan. En début de difficultés, le ministère a mis en place toute une série d'activités qui te permettent, côté ça c'est possible, compenser l'apprentissage. Que ce soit à travers le programme radio-éducatif de l'enseignant, que ce soit à travers le programme rattrapage plus classique qui t'est fait, et c'est ça qui t'est fait dans le grand sud dans le pays. Année 2021-2022, qui a commencé pendant la période de mois janvier en particulier, nous avons une année l'école qui était relativement stable en termes de jours calendaires. Et c'est grâce à l'effort, non seulement partenaires du secteur privé, secteur public, et toute chaîne administrative ministère, commencé dans la direction départementale, bureau district scolaire, avant même inspecteur, enseignant, et ministère voulait remercier et faut ça. Année 2022-2023 sont l'autre histoire. Avec troubles politiques, raté essence et l'autre problème qui affectait rentrer l'école là, j'en ai fait comme ça dans le mois de septembre. L'école qui ouvert dans la date 3 octobre va commencer à fonctionner tout bon à partir du mois de novembre. Dans plusieurs côtés dans le pays, même là, il y a une exception pour quelques écoles qui étaient capables de faire sacrer cours en ligne. Mais c'est une infime partie de la population scolaire là, et à l'échelle du pays, nous ne pouvons pas considérer ça tant que l'école à travers le territoire national. Je dis, après j'ai fait tout le monde qui chita sous table là. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps, mais au moins, nous sommes d'accord sur lui. C'est que l'école pas qu'à camper, l'école pas de camper, l'école pas qu'à attendre. Et c'est ça que fait une chita là, je dis, ensemble, pour que l'effort qui fait, qui permette que nous démarrions mois novembre à 7%, nous avons fini semaine prochaine à plus de 70% de taux de fréquentation, le ministère n'est pas satisfait. Et ensemble, reste pays n'est pas satisfait, depuis ce n'est pas 100%. Mais nous encourageons par mouvement, progression qu'a fait là, nous avons fini l'année ça à plus de 70%, et nous espérons en janvier pour que la totalité de ces gens retrouve chemin l'école. Pour droit à l'éducation, ça respecter. Le ministère a fini consultation aujourd'hui avec tous les partenaires pour que, plus tard dans la journée, nous annoncer officiellement réaménagement n'a fait pour réjoucréter pour l'année l'école 2022-2023 qui Jean calendrier après bâti pour que nous ayons un nombre de jours l'école qui respecte les standards internationaux et que nous ayons un examen qui est crédible non seulement pour nous mais au niveau international. Nous avons fini la consultation aujourd'hui et nous avons publié le calendrier puis aujourd'hui. Ce qui est important pour me dire, c'est que ce n'est pas urgence seulement le ministère à gérer, nous avons géré transformation tout. Et dans le cadre de transformation, le ministère a géré, et tout chantier de transformation, semaine prochaine, il y a plusieurs commissions pour installer, commission nationale scientifique, commission curriculum, pour encadrer GFOR, le ministère a commencé. Il y a un GFOR, c'est que une commission qui est déjà mise en place, pour que à partir de lundi, livres scolaires uniques en créole, ils distribués à tout enseignant, surtout première année, dans l'école fondamentale. On a commencé la première année, pour nous commencer la distribution, pour nous finir 2022, au moins livres, cahiers exercices à titre de présentation, et pour nous démarrer la formation pendant toute l'année, à nommer enseignants dans le pays. Et la distribution a fait dans le cadre de transformation dans l'école à partir du mois de janvier. Dans le cadre de transformation que nous avons continué à faire tout. Et nous avons l'occasion de remettre au exemplaire à chaque monde qui est dans la salle là et à chaque journaliste au exemplaire de livre unique. C'est un modèle parce que nous connaissons cet éditeur, ça qui paraît, nous avons remettre nous aujourd'hui. Dans le cadre de transformation tout,
ministère qui était organisé dans l'année 2022, formation pour enseignants, très important. Côté que dans 5 départements dans le pays, nord-est, nord, nord-ouest, et nord-est, nord-ouest, mais on a ajouté tout. Et Grand Sud, là, Grand Danse, Sud, NIP, 1370 enseignants étaient formés, à travers 1350 enseignants étaient formés à travers le territoire national. Là, et en ça tout, le ministère va bloquer 11 semaines, côté que ce n'est pas semaine qu'à l'école, on fait des activités scolaires, mais son semaine, dans le mois de février, on va le bloquer pour que les enseignants entrent dans le processus de développement professionnel. En plus de activités normales, formation qui a continué tout. Tout ça, on va le consigner dans le calendrier qui va sortir, PITA, dans la journée. Et son façon pour nous capables, avec tout partenaire qu'il a, encourager pour nous dire, l'école là, pas de camper. L'école là supposée recommencer le plus tôt possible dans le mois de janvier et que nous sommes capables de gagner l'école qui remplit promesse que pas de société sans l'école et d'encourager parents continuer à commencer à faire des efforts, parents, direction de l'école privée, direction de l'école publique, avec tradition de l'école en uniforme pour que l'année 2023, indépendamment de difficultés pays à gagner, que l'école là nous préserve comme dernier rempart société pour transformation pays. Donc, on va passer la parole à l'autre acteur qui est là. Je suis très content que Éduc Paul rejoigne nous, qui sont pièces maîtresses dans le dispositif ministère de l'Éducation nationale, même si c'est dans le aujourd'hui, pour assurer un climat scolaire qui est relativement apaisé, qui permet l'école là faite dans de bonnes conditions. Un D à quoi c'est 2. Bonjour à tous, bonjour à tous. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Madame la médiatrice spéciale du travail, Madame Raton, Monsieur le directeur général de la SONAPI, DG Petrix, Messieurs les responsables des entreprises du parc industriel métropolitain, Messieurs les responsables de syndicats, Messieurs les membres du personnel de l'unité médicale, chers invités, Messieurs, Madame, Mesdames. Bon, d'abord, laissez-moi quand même exprimer une grande satisfaction aujourd'hui du fait qu'on est en train justement de lancer, de faire l'inauguration de cette nouvelle structure qui existait dans le temps, mais qu'on a vraiment rénové, peut-être reconstruit même, de fond en comble. Et ceci grâce à une collaboration soutenue avec le directeur général de la SONAPI, M. Petrix. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de pouvoir le faire, et en plus en présence de notre Premier ministre. Donc je dois effectivement remercier justement le Premier ministre de tout le support et le soutien fourni pour qu'on puisse, qui nous permet aujourd'hui de faire avancer vraiment la cause de la protection sociale en santé dans le pays, et particulièrement au niveau du parc industriel de la SONAPI. Nous avons bien sûr en perspective les autres parcs industriels, et là je parle précisément de Caracol et de Codévi, où il faudra certainement dans le futur faire des interventions similaires pour offrir plus de services aux salariés et aux ouvriers. Donc très rapidement, je vais rappeler quand même quelques objectifs qui étaient des objectifs clés en ce qui nous concerne
et au niveau de l'OFATMA. Mais d'abord, c'était des objectifs par rapport à la prestation de service, mais également par rapport au service assurantiel. Maintenant, par rapport à la prestation de service, nous avions certainement beaucoup de projets en tête, ok? Et la reconstruction justement de la SONAPI était l'un de ces projets. Mais il y a également l'hôpital de Port-de-Paix. Il va nous falloir inaugurer dans peu de temps. Et je peux dès à présent annoncer que ça va être le cas dans 2 mois au maximum, vu que le matériel qui est commandé est déjà en Haïti. Il y a un fort pourcentage de ce matériel qui est déjà là. Donc probablement, on espère qu'on aura le Premier ministre avec nous dans 2 mois pour pouvoir faire l'inauguration également de Port-de-Paix. Mais toujours par rapport à la prestation de service, il y a de nombreux hôpitaux que nous avons, okay, comme l'hôpital Okaï, et particulièrement qui va également bénéficier d'une vraie intervention pour pouvoir offrir plus de services aux cotisants et aux salariés. Maintenant, par rapport à la SONAPI, je dois rappeler quand même ce qui est extrêmement important, que tous ces travaux, okay, qui ont été faits ici ont été quasiment faits avec l'argent des cotisants, okay, et avec des ressources endogènes totalement. Et ce sont ces ressources endogènes qui vont faire fonctionner le centre de la SONAPI. Le personnel vient... Nous n'avons eu que 3 nominations, en fait. Et même pas 3 nominations, 1 nomination et 2 contrats. Et tout le personnel, on a 66 employés, vient soit de l'ancien personnel qui était déjà au niveau du centre de la SONAPI, ou bien de l'hôpital. Donc on va avoir une grosse équipe quand même de 66 personnes à faire fonctionner le centre, où il y aura quasiment tous les services de base. Okay? Il y aura la pédiatrie, l'obstétrique gynéco, la médecine interne, les consultations générales, une clinique dentaire, une salle d'urgence, et tout ceci pour les employés de la SONAPI, essentiellement, et leurs dépendants. Parce que les employés de la SONAPI, comme vous le savez, sont rentrés depuis quelque temps dans la couverture d'assurance maladie. Donc, il garantit qu'ils sont bénéficiaires, mais également, ils ont des dépendants qui sont également bénéficiaires. Et qu'il nous faut prendre en charge de toute façon. Donc, ce que je peux ajouter, c'est que de toute façon, l'OFATMA a toujours été et continuera à être du côté des assurés. Les assurés sont au centre de l'action. C'est même la condition d'existence même de l'OFATMA. Nous sommes là pour les assurer. Pas pour les... Bon, je ne vais pas le dire ainsi. Peut-être pas pour les employés de l'OFATMA. Comme il y a eu peut-être à une certaine époque une tendance de croire que l'institution doit d'abord servir en premier les employés. Non, l'institution doit d'abord servir, je peux dire quasiment c'est mandat, les assurés. Ce sont les assurés qui paient les cotisants et qui paient les cotisations et qui paient tout le personnel, y compris moi. Mon salaire vient des assurés. Donc je me dois, en tout cas l'OFATMA se doit de garantir l'accès à des services de santé de qualité sur tout le territoire national à tous ces assurés. Okay? C'est une compagnie certes d'assurance publique. Okay? Et le corollaire, est-ce que vous savez ce qui est écrit dans la loi, okay, qui crée l'OFATMA? Dans la loi qui crée l'OFATMA, il est écrit très clairement que la mission de l'OFATMA est d'éviter que des assurés, des salariés, tombent dans la pauvreté à cause d'un épisode de maladie. C'est ça la mission. Et nous sommes tous ici, ok? Je suis quasiment certain que n'importe lequel d'entre nous qui éventuellement ferait une maladie grave, peut-être même moins grave, risque effectivement d'avoir un choc financier insurmontable pour le reste de sa vie. En mutualisant les risques financiers liés à la maladie, l'OFATMA est exactement dans son rôle. Nous avons cette responsabilité de prendre de l'argent entre les mains, par exemple, de 100 personnes et de garantir que les 10 personnes qui vont tomber malades parmi les 100
ok, que les 90 autres vont contribuer. C'est ça notre rôle et c'est ce que nous faisons. Donc, un petit rappel quand même, parce que je pense que c'est une bonne occasion de le rappeler également, que toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes, sont assujetties au paiement de la cotisation pour l'assurance maladie, accident du travail, maladie et maternité à l'OFATMA. Indistinctement, c'est la loi. Depuis 1967. Je ne sais pas combien d'années ça fait, mais ça fait longtemps. Depuis 1967. Toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes, sont assujetties à payer l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Et ça, c'est notre deuxième volet de travail. On va aller vers ça. On va, en fait, juste appliquer la loi, en fait. Rien d'autre. Il y a beaucoup d'entreprises actuellement, ok, en Haïti, qui ne paient pas au niveau de l'OFATMA, ok. Il faut que, au fur et à mesure, avec des discussions, avec de la persuasion, que ces entreprises effectivement rentrent, je peux dire, dans le rang, si on peut le dire ainsi, et paient correctement l'OFATMA pour qu'on puisse protéger leurs ouvriers qui sont des ressources. Il ne faut pas l'oublier. Les ouvriers ne sont pas une charge. Les salariés ne sont pas une charge pour une entreprise. Ce sont en principe des ressources qu'il faut protéger, y compris de la maladie. Donc, pour conclure, je vais remercier quand même des syndicats avec lesquels nous avons eu des échanges et des rapports. Et Bedorock, qui est une organisation que vous connaissez probablement, okay, qui travaille dans la défense des droits des ouvriers. Okay. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Mais c'est quand même une organisation qui réalise pas mal de choses et que nous devons quand même souligner l'accompagnement qu'elle fournit cette organisation à l'OFATMA et à d'autres institutions qui sont implantées au niveau de la protection sociale, qui travaillent au niveau de la protection sociale. Je dois également remercier le personnel administratif et syndical et de l'OFATMA qui, honnêtement, je suis très impressionné par le niveau d'implication, okay, que tout le personnel a eu ce niveau d'implication pour pouvoir justement construire l'unité médicale de la SONAPI. C'est assez impressionnant. Et la réputation d'ailleurs qui avait été faite antérieurement pour les employés de l'OFATMA ne présageait pas d'une telle implication, mais j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires, dédiés, convaincus, qui voulaient avancer et qui veulent avancer. Et on a pu réaliser ceci grâce à eux. Et tout ceci pour le bonheur la santé, je peux dire, okay, des ouvriers et de leurs dépendants, okay, du peuple de la SONAPI. Donc merci beaucoup à tout le monde. Donc je pense qu'on va peut-être prendre la dernière intervention du PM avant de passer à la visite d'Ali. Merci beaucoup. Des syndicats, mesdames, messieurs les professionnels de santé, distingués invités, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous avons commencé matin par dire félicitations à tout le monde qui a contribué à ce que et qui a collaboré pour que le projet ça vienne en réalité. Plus qu'un bel bâtiment, sans ça, son centre qui va la santé, à tout assurer au FATMAYO, notamment à assurer qu'il n'y a pas industriel. Moi, je voulais dire félicitations en particulier à Dr Carl François, directeur de l'OFATMA, à M. Pétrix Justin, directeur général de la SONAPI, pour belle initiative que vous prenez là. Je voulais là dire tout ça que le gouvernement voulait faire. C'est-à-dire, c'est soutenir l'initiative, même gens qui prennent là,
non seulement Kounian, mais dans l'avenir, pour que nous cabaye ouvriers meilleures conditions pour le travail. Réaménagement que nous voyons là de unité médicale là, dans son appuyant, c'est l'effet pour une meilleure protection sociale et c'est ça que le gouvernement voulait pour que nous puissions répondre plus bien à besoins ouvriers nous, ouvrières nous, ainsi que petits dépendants. Je recommencer redire ça, directeur général Fatma te dit, tout le travail ça qui fait là, il fait grâce à la cotisation moun qui n'a au Fatma. Kounyan que grand pile effort qui pour fait au niveau gouvernement, inauguration ça a une importance pour le gouvernement. Parce que il voulait témoigner engagement de façon concrète vis-à-vis ouvriers secteur textile. Eux-mêmes qui ont souffert de conséquences et qui ont souffert de conséquences crise dans le pays. Il marque tout inauguration, collaboration qui doit gagner entre syndicats secteur textile avec responsables, y compris gouvernement, pour répondre à attentes naturelles, normales, ouvrières. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement pour la franche collaboration avec les partenaires sociaux, patronats et syndicats qui œuvrent ensemble à l'amélioration des conditions de travail dans les parcs industriels, dans le respect des normes internationales en matière de travail. Je veux saisir cette opportunité pour rappeler à tout un chacun que la création d'emplois demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est possible en vue de créer des conditions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, créateurs d'emplois stables et bien rémunérés. Il nous faut récupérer les emplois perdus. Il nous faut aussi en créer d'autres. Pour cela, nous devons tous contribuer en vue de ramener la stabilité, la sécurité, le respect de la règle de droit dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ce stress permanent qui affecte la santé mentale des uns et des autres. Je sais qu'à la côté de la disponibilité des soins médicaux de qualité pour les travailleurs, il y a d'autres sujets de préoccupation et d'autres revendications. L'inflation et la vie chère donnent du souci à tous nos compatriotes, mais en particulier à nos travailleurs. Nos moyens sont limités. Mais la fibre sociale qui caractérise mon gouvernement me commande de continuer à réfléchir pour d'autres mesures d'accompagnement soient mises en œuvre progressivement. Une meilleure prise en compte de la santé des travailleurs constitue un premier pas. Il y en a d'autres. Pour conclure, je lance une invitation aux ouvrières et aux ouvriers du parc industriel à l'utilisation optimale de cette structure construite pour eux. Et je voudrais dire au personnel administratif et médical d'offrir un service de qualité qui réponde aux attentes des travailleurs. Continuons à faire en sorte que d'autres initiatives suivent celle-ci et qu'ensemble, nous parvenions à relever nos défis communs. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.